Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce salon des grands voyageurs. Donc, de tout temps, les journalistes, les chercheurs, les écrivains ont été soit de grands aventuriers, soit au contraire très sédentaires. On a les deux images qui se croisent souvent dans les arts comme dans la science, d'avoir certains qui sont des baroudeurs et d'autres au contraire qui restent chez eux et qui ne sortent surtout pas. Quand on a des chercheurs, des artistes qui aiment ces voyages-là, on peut se demander comment ça va influer, comment ça va modeler même parfois leur travail. Et c'est ce qu'on va faire cet après-midi, pour leur demander un petit peu s'ils peuvent nous raconter leur voyage au long cours, comment leurs voyages vont enrichir leur créativité, ou au contraire, peut-être aussi pourquoi justement ils vont rester chez eux et s'ils se nourrissent d'autres types de voyages, sans censure. Voilà. Pour répondre à ces questions, donc on accueille Floriane Soulas. Donc Floriane... Bonjour. Donc Floriane qui a fait des études en école d'ingénieur, qui a un doctorat en génie mécanique et qui pour autant a dévoré la littérature depuis toute petite et qui s'est fait remarquer d'emblée quand elle a sorti son premier roman, donc Rouille, en 2018, avec des prix, prix Actuel de l'Uchronie, prix Imaginal Lycéen, prix Chrysalis European Society of Science. Voilà. Et depuis, elle a arrêté puisque Les Noces de la Renarde, Les Oubliés de la Masse, qui obtiennent aussi des prix, Tonnerre après les ruines, et puis Soma. Et elle a aussi la particularité de travailler avec Nicolas Martin, puisqu'elle a rejoint le comité littéraire du Festival des Utopiales, et que donc elle ne fait donc pas que du génie mécanique, que de la littérature, elle fait aussi les Utopiales et bien d'autres choses. Voilà. C'est tout ça. Nicolas Martin, donc. Bonjour. Auteur, scénariste, réalisateur, producteur de radio, festival, donc, les Utopiales, mais aussi ton festival à Tours. Mauvais Tour. Voilà. Du 16 au 19 octobre à Tours. Donc très bientôt, parce qu'il enchaîne, hein. Il vient chez nous, après il y a Mauvais Tour, et après il y a les Utos. Donc après, en novembre... Et après, il y a le décès. C'est ça. En général, en novembre, c'est ma période où je retourne au cimetière, on me met dans ma terre natale et ça. On l'a épousseté, et du coup, il est là avec nous. Donc vous le connaissez parce qu'il a animé la méthode scientifique, mais il a aussi réalisé beaucoup de courts-métrages, de clips. Il fait du scénario. Il coécrit avec Simon Rio un long-métrage aussi, des séries fantastiques et de science-fiction. Tu écris tout seul de nombreuses nouvelles. Et donc l'année dernière, un roman, Fragile, qui a été publié au Diable Vauvert. Et du coup, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ces voyages. Et une nouvelle qui vient de sortir, qui s'appelle Dans ma maison sous terre. Oui, pardon, Dans ma maison sous Chez terre. Skiff, qui est une nouvelle maison d'édition qui publie des nouvelles, donc pas des novellas, des nouvelles, donc des formats très courts. Et qu'on a en exclusivité. Et qu'on a en exclusivité, parce que c'est censé sortir fin octobre, et qu'il y en a voilà, en avant-première ici. Voilà, donc il dédicacera après. Et qui a à voir avec un voyage, parce que je viens d'en parler pour la première fois, et je viens de me rendre compte que c'est lié à un de mes voyages en Bolivie. Incroyable. Et Alain Musset, donc... Alain Musset, lui, qui est géographe, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Donc, ses recherches, elles portent sur les villes, sur les sociétés urbaines en Amérique latine, dans une perspective historique, critique et sociale. Donc, ce qui t'a amené à y vivre. Et voilà. Et tu es passionné de science-fiction. Tu t'intéresses aux imaginaires de la ville et aux visions futures de notre planète. Et à ce titre, du coup, tu as participé à des mises en place ou même été membre du comité scientifique d'exposition sur ces sujets-là. Et puis, tu es le membre depuis 20 ans du fan club ou même plus Star Wars, le Planète Star Wars. Voilà. Je fais de la pub pour mon club. Enfin, mon club. Le club dans lequel je suis, je veux dire.
Et donc, tu as publié plusieurs ouvrages sur ces thématiques, dont un essai sur les fins du monde et la science-fiction qui est paru en janvier, là. Oui. Cher Babylone, ville rêvée de l'Apocalypse. Oui. Voilà. Donc, merci à tous les trois. Première question, évidemment, est-ce que vous êtes des voyageurs, au sens propre dans la vie? T'as pas le micro, toi? Moi, je suis géographe, et un géographe qui voyage pas en se demandant ce qu'il fait, en sachant que de toute façon, le voyage, c'est aussi, je l'ai dit ce matin, une question d'échelle. On peut voyager finalement dans des espaces très courts, mais moi, travaillant sur l'Amérique latine, oui, j'ai été, alors là, j'ai presque honte, un gros consommateur de voyages aériens, donc, mais c'est promis, en même temps, je fais beaucoup moins. Et comme je disais, c'est vrai, de toute façon, c'est beaucoup plus écologique de lire un roman que d'aller jusqu'à Mexico. Donc, c'est ce que je fais. Et effectivement, j'ai fait quasiment tous les pays d'Amérique latine. Alors, mon voyage, ce sont des voyages professionnels, essentiellement, même si j'aime bien voyager en Italie, ça c'est pas pareil. Et c'est vrai que ça fait partie de mon terrain. Il faut que je voyage. Je me souviens quand j'avais traversé au début des années 90, alors que c'était encore tous les pays étaient encore en guerre civile, ou à peu près. J'avais fait du Guatemala jusqu'au Panama. C'est pas toujours facile, hein, mais on a parfois des rencontres amusantes. Je me souviens, alors là c'était à Valparaiso. Sur le Cerro Cordillera. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés à Valparaiso. Donc, vous connaissez le Cerro Cordillera. Il est en dehors de la zone patrimoniale. Donc, ça crée des tensions, bien évidemment. Et je me souviens, la première fois que je suis arrivé là, c'est un quartier qui est pas vraiment pauvre, mais pas du tout riche. Et j'entends des cris sur une petite place et je vais voir, et en fait il y avait des gens qui essayaient de tuer un rat, parce que le chat qui avait essayé de tuer le rat avait pas réussi, et donc ils avaient décidé d'aider le chat. Donc ils avaient un bâton, ils essayaient et puis il y avait toute la foule autour, d'aller, voici, etc. Et puis à un moment il y a un des acteurs de la scène qui fait bueno, a patadas, donc un coup de pied, et il donne un grand coup de pied. Et j'étais en face. Donc, je reçois le rat sur le pantalon. Et là, il y a un silence de mort, bien sûr, parce que, honnêtement, j'ai plutôt une tête de gringo, hein. Bon, et ils me regardent, tout le monde, comme ça, et je leur fais, je vais le dire en français, ouais, c'est super, merci beaucoup, c'est la première fois que je peux participer à une partie de Raton Ball. Et donc là, tout de suite, ça a été, et j'ai été adopté par la communauté de Cordillera. Donc voilà, pour dire que les voyages, ça permet de faire des découvertes et de jouer à des jeux très imprévus. Floriane, tu es une voyageuse? Oui. Alors, et c'est marrant parce que j'aime pas être pas chez moi. Mais de temps en temps, j'ai besoin de partir voir autre chose. Et je suis une grande fan du voyage solo. J'adore partir toute seule. J'ai découvert ça quand j'avais la vingtaine, aux grandes dames de ma mère qui était terrorisée. Et je lui ai dit non mais t'inquiète, je vais qu'en Écosse, ça va bien se passer. Et en plus je n'avais pas dit que je faisais du stop pendant 10 jours. Je l'ai raconté en rentrant quand je suis revenue vivante. Mais il y avait vraiment aucun risque, vous pouvez faire du stop en Écosse, il va pas vous arriver grand chose, ils ont l'habitude. Et depuis j'ai fait ça souvent. Là je suis partie au Japon toute seule aussi. Enfin je suis allée voir ma sœur, puis après je me suis baladée. Et puis là, quand je suis allée à Seattle cet été, mon bilan carbone est terrible ces temps-ci. Et ben j'ai parti 5 jours toute seule aussi, et j'étais terrorisée parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et je me suis dit, meuf, tu t'es un peu engluée dans ton confort là. Et en plus, quand j'étais là-bas, j'étais à la Worldcon et j'ai assisté à une conférence sur la ville. Ça parlait de la ville. Et il y avait un chercheur qui expliquait que il dit la manière dont la ville dans laquelle vous vivez, la manière dont vous vivez l'environnement, ça modifie votre cerveau. Et il dit en fait, du coup, vous allez avoir des réactions qui sont différentes. Et je me suis dit, mais c'est vrai, parce que quand j'ai préparé mon voyage pour Seattle, j'ai paniqué parce que je me suis dit, ils ont pas de métro. Et moi, je suis grandi à Paris. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Et j'étais là, genre, mais du coup, comment je vais faire pour me déplacer en ville? Et vraiment, j'étais pas bien. Et je disais à mon compagnon, je me dis, tu te rends compte, il va falloir que je prenne le bus. Et moi, c'est pas mon moyen de transport du tout, parce que le bus, ça me terrorise. Parce que le bus, ils arrêtent pas à tous les arrêts. Faut demander les arrêts. Sauf que quand tu arrives dans une ville que tu connais pas, tu sais pas.
Tu connais pas les rues, tu peux pas dire ah oui c'est là-bas, je m'arrête, tu vois. Donc je trouve que c'est complètement stupide les bus. Et du coup j'étais là genre mais mon Dieu, mais comment je vais faire comment on va faire pour prendre le bus? Et en fait après j'ai pris le bus une première fois, je me suis dit ok en fait ils sont super chill, en plus j'avais pas d'argent, ils m'ont fait monter, enfin vraiment super. Mais c'est vrai que mon premier réflexe c'était j'étais là genre mon Dieu mais je vais jamais m'en sortir. Comment fait-on dans les pays non civilisés pour se déplacer quand il y a pas de métro, tu vois? J'étais terrorisée. Et en fait ça m'a fait du bien, je me suis dit en fait c'est bon, t'es capable de faire plein de choses. J'adore voyager seule pour me dire mais en fait t'es capable de te débrouiller seule. En fait, t'es beaucoup plus capable que ce que tu penses que tu l'es. Et tu peux parler à des inconnus, tu peux aller demander de l'aide quand t'as besoin, tu peux aller prendre le ferry pour aller sur une île et revenir dans la même journée et pas mourir, genre incroyable. Mais si, je suis capable de faire ça. Ça paraît rien, mais en fait, quand t'es tout seul dans un pays que tu connais pas, des fois, ça peut être un peu stressant. Quand j'étais toute seule au Japon, je me dis des fois, enfin, si je parle pas très très bien, comment je fais pour expliquer que j'ai perdu mon passeport ou un truc, hein, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ben, en fait, tu te débrouilles. Et je trouve que c'est hyper empouvoirant, comme on dit en français, de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses et du coup d'imaginer après des personnages qui peuvent faire des choses et en plus ça marque les souvenirs que t'as où t'es un peu en galère, des endroits ça te marque et du coup genre les souvenirs des lieux restent vachement mieux imprimés et après pour en parler ou les redécrire, ben tu vois il se passe un truc qui est plus simple que juste je suis allée visiter un truc en vacances et en fait ça te marque pas autant que quand tu galères un peu ou tu te fais une montagne d'un verre d'eau hein, mais ça te laisse des marques un peu comme ça indélébiles. Et j'aime beaucoup écrire en voyage. Je prends souvent, alors maintenant j'essaie de le faire de moins en moins parce que sinon je m'arrête jamais d'écrire et je meurs. Mais souvent quand je pars, j'emmène un carnet ou quelque chose et j'aime bien écrire un petit peu ou prendre des notes ou pour noter un peu les impressions que j'ai parce que et je prends beaucoup de photos. J'ai fait beaucoup de photos parce que je me dis on ne sait jamais, ça peut servir. Des photos d'ambiance, c'était dans une rue le soir, il y a une lumière jolie, hop, petite photo. Et puis des fois je me dis, je regarde une photo, je dis alors, là j'ai ma scène, qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que je fais? Je choisis une photo et je me sers de ça et j'ai plein de dossiers de photos comme ça, j'aime bien faire ça. Et après je me renferme chez moi pendant 6 mois et je sors plus. Mais oui, pour rebondir sur ce que dit Florian, en fait on peut, moi je pense que je suis à la fois le plus gros casanier du monde et ma mère m'attend encore à la caisse. Maman, ça suffit. Je suis tout seul et j'ai bien pris mon goûter. Ok. Tu sais que c'est ma fille hein, qui parle. Donc. Ah, pardon. Donc ta fille est ma mère? Il y a un warp temporel quelque part. Il va falloir qu'on éclaircisse ça. C'est la DeLorean. Donc oui, non, moi j'adore être chez moi. Je peux passer des journées entières sans sortir, sans contacter personne, et j'adore voyager. Moi, j'ai très peu voyagé enfant. Mes parents m'ont pas fait voyager beaucoup. Je me suis mis à voyager tout seul. Mon premier grand voyage, c'était au Chili d'ailleurs, et j'ai découvert le voyage seul. Et il s'est passé quelque chose tout de suite. On va tordre le cou effectivement au bilan carbone, c'est déplorable. Hein. Alors bon, on fait comme on peut pour le compenser de l'autre côté. Moi, j'ai trouvé un truc super, c'est que j'ai pas d'enfant, j'en aurai certainement jamais. Donc mon bilan carbone, je m'autorise à prendre des billets d'avion. On se débrouille comme on peut avec sa conscience. Non, mais ouais, le voyage, c'est quelque chose. Le voyage solitaire. Déjà, je tiens à dire que c'est certainement différent quand on est un homme, quand on est une femme, hein, pour plein de raisons que je n'ai peut-être pas besoin d'expliciter. Mais par exemple, je me rends compte que j'adore arriver dans un pays. Par exemple, j'ai voyagé en Amérique du Sud, j'adore l'Asie du Sud-Est. J'ai voyagé en Amérique du Nord beaucoup, et cet été, on a voyagé avec mon compagnon, qui est chilien aussi par ailleurs, d'où Valparaiso. On est allé à Athènes en train, justement pour essayer de diminuer un peu le bilan carbone. Et je à quel point, pourtant je voyageais avec mon compagnon qui est pas un grand voyageur lui, donc je voyage plus routes quand je voyage tout seul. Et ce moment où on franchit la porte d'une gare ou d'un aéroport et qu'on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, dans un autre pays, parfois dans un autre continent, moi c'est des moments de plénitude. Enfin, c'est des moments où je pense que je ne me sens jamais aussi fortement exister dans ces moments-là. Parce que d'un seul coup, moi, quand je voyage, et quand je voyage seul, je prends un billet d'avion et une nuit d'hôtel le premier soir, point, barre. Le reste, je fais sur place. Je planifie pas mon voyage parce que l'une des parts du voyage, et on pourra en reparler,
c'est l'adaptabilité, c'est de se dire à un moment donné, ben, le voyage, il évolue en fonction des rencontres qu'on fait, en fonction du climat, en fonction des opportunités. Parfois, on rate un arrêt de train et le voyage prend un autre tournant. Donc moi, je laisse beaucoup de place à l'improvisation. Je pense que c'est très important pour moi d'improviser au fur et à mesure. Je voyage toujours, par exemple, quand je voyage dans des pays lointains qui sont pas d'Europe, je voyage jamais avec une carte SIM. Je veux pas avoir de téléphone sur moi. D'autant que maintenant il y a des applis de localisation, des maps offline, des cartes hors ligne, qui permettent au moins de se repérer, donc d'avoir, ce qui est très très pratique et ce qui a d'ailleurs pas mal changé ma façon de voyager. Mais en bien, je veux dire, pour le coup, parce que se perdre quand on voyage dans un pays dont on ne parle pas la langue, c'est jamais des expériences très agréables, même si on en rigole après. Parfois, bref, le danger fait partie du voyage, la perte de repères fait partie du voyage, et le voyage extérieur, la confrontation aux autres cultures, le fait d'essayer au maximum, d'avoir conscience toujours de son statut de touriste, hein, on est un envahisseur d'une certaine manière, on vient avec un pouvoir d'achat qui n'est pas le même, on vient avec des normes culturelles qui ne sont pas les mêmes, donc moi quand je voyage toujours dans des hôtels de backpackers, je voyage chez l'habitant, parfois je voyage avec des voyageurs, parfois je voyage avec des locaux, j'essaie de mélanger tout ça. Et pour vous dire à quel point le voyage est important pour moi, là je disais dans ma maison sous terre, je viens de me rendre compte que ma nouvelle en fait, elle vient certainement de la visite du Cerro de Potosí, de la montagne d'argent de Bolivie, qui a payé pendant 2 siècles la couronne d'Espagne et qui a, on estime, fait entre 5 et 6 millions de morts dans l'exploitation de cette montagne qui dégoulinait d'argent littéralement. Voilà, j'ai écrit une nouvelle sur les mines. Et je pense que mon rêve complet, final, si un jour j'ai les moyens de le faire, ça effacera une partie de ma dette écologique, c'est d'avoir les moyens d'acheter un voilier et de partir 2 ans ou 3 ans et traverser le monde à la voile. J'ai traversé l'Atlantique, je rêvais de traverser l'Atlantique par la mer, je l'ai fait sur un porte-conteneur. J'ai voyagé de Saint-Nazaire à Kuala Lumpur, j'ai traversé le canal de Suez. Je peux pas vous, enfin vraiment, le voyage, si je ne pouvais plus voyager, je ne serais pas la même personne. Le voyage m'a changé. Le voyage m'a rendu plus humain, m'a rendu plus moi. Voilà, le seul problème majeur que j'ai aujourd'hui qui résiste dans mon esprit, c'est ce problème d'avoir à prendre l'avion, qui est un vrai problème auquel je suis vraiment sensible et avec lequel j'essaie de me débrouiller comme je peux. Mais ouais, voyager seul, ça fait partie certains des plus beaux moments et des moments les plus intenses de ma vie. Je pourrais vous en parler pendant 3 heures littéralement. Je vais rendre la parole. Je pourrais vous raconter comment je suis parti marcher tout seul avec un chamelier de 70 ans qui ne parlait pas français et j'ai traversé le désert marocain et algérien sans parler pendant 10 jours parce qu'on pouvait pas communiquer, où j'ai cru que j'allais mourir 19 fois parce que quand on voyage, on pense souvent qu'on va mourir. Mais c'est bien de penser qu'on va mourir parce que ça rappelle pourquoi on est en vie. Tu te dis que tu vas jamais trouver à manger. Je sais pas Non, ça va, il y a des restaurants, Florian, tu sais. Non, mais pas au fin fond des Highlands, quand t'es sous la pluie, au milieu de rien, et qu'il y a peu de bus, tu te dis, bon, bah, je vais marcher 10 km sous la pluie. Ah, une voiture. Espérons que ce ne sont pas des serial killers. Tu as vu, Au tu pire, sais, tu manges des moutons. Faut les attraper, hein. tu as pas vu dans Le Loup-garou de Londres, il y a l'auberge de la nuit ensanglantée où tu peux aller manger, mais bon, c'est dangereux. Ils disent ne pas s'éloigner Moi, dans je la veux lande. bien, mais le dis pas à ma maman, s'il te plaît. Elle est déjà assez inquiète comme ça. Du coup, je reviens vers toi, Alain, parce que tu nous disais tu es géographe, donc c'est normal dans ton métier, dans ton travail de voyager. Évidemment, ça fait partie de tes recherches. Mais voilà, passer ça, concrètement, comment ça se passe? Parce que, alors, tu vas explorer les endroits sur lesquels portent tes recherches, mais il faut quand même que tu construises ces éléments. Comment ça fonctionne? Comment tu crées ces voyages? Et la carte de tes déplacements, qu'est-ce qui te mène là-dedans? C'est toute la différence. Pardon, excuse-moi. C'est toute la différence avec celles et ceux qui voyagent pour voyager.
Moi, bon, ça m'arrive de voyager pour voyager, bien sûr, mais la notion de voyage, le mot voyage, inclut une intentionnalité du voyage. Comme je le disais ce matin, il y a une grande différence entre voyager et se déplacer. C'est pas du tout pareil. Et donc le voyage est là parce qu'on a envie de sortir, on a envie de changer. Et quand je dis de changer, c'est comme tu le disais, c'est pas seulement changer de lieu, c'est changer de soi. Et ça, c'est important. En gros, il faut pas se tromper entre la fin et le moyen. Dans le voyage, c'est la fin. C'est-à-dire, on voyage que pour ça. Moi, dans la plupart des cas, c'est pas que pour ça. Je voyage, mais c'est pour correspondre. J'ai une mission. Donc j'ai vécu plusieurs années au Mexique, et au Mexique j'ai voyagé. Chaque fois que j'avais une mission sur un projet de recherche, par exemple, j'ai voyagé plusieurs fois pour aller à Tijuana, donc une ville qui a mauvaise réputation, qui est parfois méritée, mais dans laquelle j'ai jamais eu aucun problème. Je travaillais avec les vendeurs de la rue. À Tijuana, quand on dit ça va pas, tu peux pas trouver un autre sujet, je sais pas, les ortillonnages d'Amiens, des choses comme ça. C'est très bien, hein, j'adore les ortillonnages d'Amiens, hein, je tiens à préciser. Mais voilà, c'était autre chose parce qu'on avait un projet de recherche. Et ça, c'était important, encore une fois, qui s'appelait les territoires de l'attente, parce que notre idée, c'était dans un monde de mobilité absolue, parce que on est dans la mobilité permanente. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand la mobilité s'arrête? Il faut bien attendre. Hein, et l'attente, c'est du temps perdu. C'est considéré comme du temps perdu. Or, dans tout trajet, dans tout déplacement, je veux dire, eh bien, il y a des moments d'attente. Et moi, j'ai travaillé sur ces moments d'attente, c'est-à-dire que je passais toute ma journée sur la frontière, au poste frontière entre Tijuana et San Diego, pour voir ce que faisaient les gens. Il y a des queues de voitures, c'est parfois 4 heures, 5 heures pour passer. Je confirme. Voilà. Je suis passé en bus, on nous a retiré nos passeports. Ah, c'est toi que j'avais vu passer. Ah oui, bien. Mais... À l'époque. et ce qu'il y a de bien, c'est que ces gens qui attendent, eux, ils perdent du temps, mais il y a des gens qui profitent de l'attente. C'est-à-dire que l'attente, pour eux, c'est une ressource. Et donc, moi, je travaillais sur les vendeurs qui vendaient, tu as dû acheter de la boisson. Rien du tout, parce qu'on a été mis en cellule de détention, ils nous ont pris nos passeports, on a été arrêté 4 heures sans comprendre pourquoi. Bah si, je veux dire... c'est déjà... tout ça parce qu'on avait juste un peu de drogue sur nous. Voilà, juste 3 kilos, c'était ok, quoi. C'est bon. Puis en plus, tu étais français, donc bonne raison en plus pour t'enfermer. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus, et il faut pas oublier une chose, que pour les voyageurs, on est dans le salon des grands voyageurs, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'on passe une grande partie de notre temps à attendre. On attend le bus, même si on n'a pas envie de le prendre. On attend dans les salles d'attente des aéroports, etc., etc. Et je peux vous assurer que ce travail-là que j'ai mené, en fait, dans plusieurs pays, c'est passionnant de travailler sur, comme je dis, ces moments de creux, de vide, etc., où on dit que finalement il n'y a rien et où il se passe plein de choses. Petit exemple, et regardez la prochaine fois que vous irez dans une salle d'attente. Hein, dans un aéroport. Vous voyez comment les gens réussissent à organiser leur territoire. Hein. Il y a le défendre. Hein, on va mettre les valises. Tac, 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 tac. Et hop, tiens, je vais mettre ma valise. Là, non, personne ne va s'y asseoir. Hein. Et puis là, il y a un sac. Et là, et alors, il y a l'arme fatale, hein, pour les voyageurs en attente, les minots. Oui, les enfants, pardon. Vous avez deux, trois enfants qui tournent et tout le monde s'en va. Et vous avez un espace royal et qui dure après parce que comme en plus ils ont versé les miettes, le ketchup, etc. L'endroit que vous abandonnez, il va rester libre pendant un certain temps. Donc voilà, l'idée c'est ça. Moi, je voyage, pour le travail, mais chaque voyage est une occasion de travailler sur un sujet nouveau, et c'est pour ça que j'ai évidemment travaillé sur ces territoires de l'attente. Ça fait partie de mon boulot, je le répète, mais ça ouvre vraiment plein de choses. Ces deux voyageurs-là, je les ai sûrement observés quelque part, en voyant comment ils faisaient leur territoire. Et quand je parle d'intentionnalité, vraiment j'insiste là-dessus. Un nomade, par exemple, puisque
as traversé une partie du désert. Est-ce qu'il voyage? Non. Il voyage pas, il se déplace. Et pourquoi il ne voyage pas? Parce que il habite sa route. Il habite sa racine, c'est la route, c'est son chemin. Et donc, je veux dire, lui, l'idée de voyage, c'est nous qui plaquons le terme de voyage sur ces gens qui se déplacent. Mais je peux vous assurer que les nomades ne voyagent pas. Ils ont pas du tout ce ressenti. Et quand je dis, c'est l'idée d'habiter sa route. Un exemple de science-fiction, Le Pays sans étoiles, des aventures de Valérian et Laureline. Ça vous dit quelque chose? Oui, eh bien, Valérian et Laureline rencontrent il y a deux grandes cités, où là, ce sont les racines, ce sont les sédentaires, et il y a un peuple qui voyage le long de la grande faille pour ramasser des flogoumes, enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, et ils vivent sur des sortes d'énormes chenilles. Ben, ils vivent sur les chenilles, ils vivent dans des caravanes, et je veux dire, c'est leur déplacement qui est leur habitat. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Quand on parle de voyage, de voyageurs, il faut bien se dire qu'on voyage parce qu'on a envie de voyager, parce qu'on veut voyager, et parce qu'on donne du sens au mot voyage, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Alain, parce que je pense que on hérite d'une acception et d'une conception du voyage que moi j'ai en tout cas, qui à mon avis est modifié. Qui voyage à l'origine en fait? Quels sont les premiers grands voyageurs? Ce sont des nobles, ce sont des hommes. Ce sont des hommes ce sont des aventuriers. Aventurier, c'est une profession. Jusqu'à il y a pas si longtemps. On va découvrir, on ramène des choses, on va civiliser. Donc c'est un imaginaire très masculin, très blanc, très colonisateur, et on voit aujourd'hui que même dans le rapport dont on parlait à l'environnement et à l'écologie, voyager ça a un coût. C'est un coût pour la planète, et donc la question c'est comment se réapproprier cet imaginaire du voyage quand on essaye de voyager différemment, quand on essaye de voyager sans être en position dominante, quand on voyage, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi c'est très important. Comme d'ailleurs dans le reste de la vie, de savoir quelle est notre position de privilège, d'où on est, qui on se situe, qui je suis quand j'arrive, par exemple, il y a 2 ans, sur l'île de Sulawesi en Indonésie avec mon sac à dos, où il y a des moments où je vais être un touriste parce que je vais aller sur une plage et où je vais aller faire de la plongée en bouteille, ce qui est un luxe et un sport bourgeois. Et puis à un moment donné où je vais être dans des bus avec des gens, je vais être accueilli, logé chez l'habitant, et où là je vais partager et je vais être accueilli et je vais être dans un autre rapport, et dans un rapport que je cherche moi par ailleurs en voyageant, qui est pas un rapport vertical, mais un rapport plus horizontal, de transmission, de partage, de curiosité. Et j'ai été accueilli de manière absolument merveilleuse. Je vais pas raconter mes souvenirs de voyage, ce serait assez ennuyeux, quoique je vous ai apporté des diapositives éventuellement. Non, mais j'ai des souvenirs de fêtes incroyables, enfin magnifiques, où j'étais, où il y a un sens de l'hospitalité, un sens du partage des cultures. Enfin, quand on vit dans une société qui se replie à ce point-là sur un passé fantasmatique qui n'a jamais existé, sur des racines complètement fausses historiquement, bref, et qu'on voit que on a cette chance et cette opportunité-là d'être au contact de culture, de traditions, de modes de vie qui sont des modes de vie distincts, différents, et qui nous enrichissent mutuellement. Enfin, je veux dire qu'on ne vient pas de manière surplombante pour dire, mais qu'on vient vraiment littéralement avec l'envie, le désir de partager. Ça demande un lâcher prise, ça demande une certaine prise de risque pour un confort bourgeois classique de voyage type vacances au bord de la mer. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est des expériences. Moi, il y a des moments où j'ai l'impression d'être presque né trop tard en fait. J'aurais rêvé voyager autrement, voyager différemment, et de voyager dans une ère pré-tourisme de masse, parce que ça devient difficile. Par exemple, aujourd'hui, quand je suis allé en Indonésie, je ne suis pas allé à Bali, je voulais pas aller à Bali. Il n'en est pas question, ça m'intéresse pas. C'est un Disneyland pour Américains, ça a été complètement dévoyé. Peut-être qu'il y a des choses magnifiques culturellement à Bali, mais c'est des choses que je ne verrai pas ou que je verrai certainement jamais, à moins d'y aller hors saison, d'y retourner. Bref. Donc il y a des endroits qui ont été complètement détruits
par la culture du voyage, du tourisme de masse et par le capitalisme et par la facilité du déplacement et des déplacements. Moi, je suis encore désespéré et attristé quand je vois, par exemple, justement, puisqu'on parle d'Indonésie, mais c'était le cas, par exemple, cet été en Roumanie, à Bucarest, hein, c'est pas si loin, de voir et d'arriver dans des hôtels, de voir des affiches qui mettent en garde contre la prostitution et contre la prostitution infantile. Donc on voit aussi enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que voyager différemment, c'est un engagement. Je rebondis parce que c'est intéressant et ça. En fait, moi j'ai une question. Je peux poser des questions? Okay. Moi j'ai une question parce que du coup, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la différence entre le voyage et le déplacement. Et j'entends ce que tu dis, mais je me dis, est-ce que du coup pour toi c'est une impossibilité de dire que voyager, par exemple, moi, je voyage sans une idée de travail comme toi tu peux faire, tu vois, de collecter, encore que collecter de la donnée, si, d'une certaine manière. Du coup, est-ce que le fait de, par exemple, moi, quand je me voyage, par exemple, ne pas aller dans une ville où il n'y a pas de métro, angoisse profonde, mais mal à l'aise, j'aime beaucoup être mal à l'aise. J'aime sortir de mon confort et me dire, genre, qu'est-ce que je ne connais pas de la vie, qu'est-ce que l'expérience que je n'ai pas vécue qui va me mettre dans le visage mon confort, mes privilèges et comment je peux vivre autrement et qu'est-ce qu'il y a à apprendre. Est-ce que tu considères pas que ça déjà, du coup c'est pas juste un voyage entre guillemets stérile, il n'y a pas déjà un but de dire que peut-être qu'on va voyager justement pour se confronter à quelque chose de différent et ça fait pas de ça un voyage et pas juste un déplacement ou l'inverse, tu vois. Enfin, c'est exactement ce que je dis, c'est ça le voyage. C'est justement ça. Hein, et pour aller dans ton sens, j'aime bien rappeler ce que disait Lévi-Strauss, grand ethnologue, à ce sujet. Je hais les voyages et les voyageurs. Et je trouve que oui, parce que justement, ce sont ces voyages-là et ces voyageurs-là que tu n'aimes pas non plus. Donc tu es comme Lévi-Strauss, parce que je dirais, le voyage qui permet de s'ouvrir aux autres et comprendre les autres et se comprendre grâce à eux, c'est, je crois, là oui, ça c'est du vrai voyage. Mais je répète à nouveau, ça reste pour moi un truc de riches et de privilégiés. Ouais, je dirais, les autres ne voyagent pas. Bien sûr. Voilà. Je dirais, un migrant qui va faire 3000 kilomètres et qui va faire une véritable odyssée, pour reprendre les termes de la table ronde de ce matin, je dirais, il n'a pas conscience de faire un voyage parce qu'il n'en fait pas, et il n'a pas conscience de vivre une odyssée parce qu'il ne sait même pas ce que c'est une odyssée. En revanche, il veut survivre. Et ça fait une sacrée différence par rapport à nous. Je résiste pas à l'idée de vous raconter, tout de même de partager avec vous vraiment cette expérience, puisque je parlais du Sulawesi, qui est l'une des îles qui composent l'Indonésie. On n'est pas, c'est pas non plus c'est un peu rock'n'roll. Il faut entre 10 et 13 heures pour faire 200 kilomètres dans des voitures surchargées où on voyage avec des gens qui eux se déplacent. Donc c'est tout à fait juste, hein. Dans des routes un peu escarpées, avec beaucoup de musique, les fameuses cigarettes indonésiennes avec au clou de girofle à l'intérieur de l'habitacle, quand on est 7 ou 8, c'est un peu rock'n'roll, mais c'est en même temps des moments où on noue des liens comme on peut, en dépit ou en dehors du langage parfois, et c'est passionnant. Et puis il y a l'Indonésie est donc majoritairement musulmane, il y a une zone catholique protestante animiste au centre du Sulawesi où il y a des rituels funéraires qui rythment vraiment littéralement l'organisation de la société, qui sont absolument passionnants. Et parce que j'étais chez l'habitant et que le cousin de l'habitant avait une cérémonie, j'ai pu aller assister à l'une de ces cérémonies où, pour vous donner une idée, donc ils sacrifient beaucoup de taureaux, notamment les taureaux sont sacrificiels, ils dépensent énormément d'argent, ils s'endettent d'ailleurs sur plusieurs générations. Et quand quelqu'un meurt, en fait, il part du principe que la personne est malade et continue à habiter la maison pendant 2, parfois 3 ans.
Donc elle est évidemment, il y a des soins mortuaires, hein, donc pour pas qu'elle pourrisse. Donc, mais enfin, ils continuent à lui apporter ses repas. Ils vivent avec cette personne-là. Et puis au bout d'un moment, il y a une première cérémonie où tout le monde vient, tous les proches, tous les relatifs de toute l'Indonésie, hein, pas seulement du coin. Tout le monde se réunit. Ça dure 3-4 jours. Ils sacrifient beaucoup de taureaux. Plus ils sacrifient de taureaux, plus la famille est riche, etc., etc. Et puis ils enterrent les proches dans la montagne. Et donc voilà, ça dure très longtemps. Et puis au bout de 2-3 ans, il y a une nouvelle cérémonie. Et puis ils sortent le corps pour voir dans quel état le corps est. Et puis ils le changent. Et puis on sacrifie à nouveau des taureaux, etc. Et j'ai eu vraiment la chance d'être invité à ce cérémoniel de vie finalement avec les défunts. Il y avait le grand-père et l'oncle. L'oncle était un peu moins bien conservé que le grand-père, et donc on m'a amené et vraiment j'ai senti que j'étais pas seulement non seulement invité, mais enfin vraiment la fierté que ces gens avaient de me communiquer, d'être là, que je puisse être à leur côté, de partager avec moi ces rituels funéraires qui sont très étranges et très étrangers pour nous. Et ça fait enfin moi ça m'a ému, c'est un souvenir que je porte en moi, c'est certainement quelque chose que j'utiliserai d'une manière ou d'une autre, et d'avoir cette chance. Tu parlais de Lévi-Strauss, c'est d'avoir encore, c'est pour ça que je te disais que je regrette parfois d'être né trop tard, parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à ce type d'écart civilisationnel, culturel, mystique, extraordinaire, et avec un véritable sentiment de partage. On s'est pris une cuite absolument gigantesque au vin de palme, enfin bref, peu importe. Et oui, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment. C'est pour ça, en fait, enfin, je pourrais presque dire que c'est pour ça que j'ai envie de continuer à vivre, et que d'avoir la chance de pouvoir, et d'avoir le privilège, hein, parce que c'est un privilège inouï. Je peux le faire parce que j'ai les moyens de voyager, et je peux vous assurer que un mois de voyage en Indonésie dans ces circonstances-là, ça me coûte moins cher que 15 jours de voyage en Europe. J'ai pas beaucoup d'argent, et c'est pas un investissement démesuré, mais néanmoins, ça demande quand même. Enfin, je suis quand même dans une position de privilège immense, et pouvoir avoir et aller et pouvoir avoir accès voilà à cette richesse, et découvrir le monde comme ça, c'est des cataplasmes essentiels pour ne pas se foutre en l'air quand on voit ce que le monde est en train de devenir, en fait, et de se dire que ces échanges culturels là sont encore possibles, et que l'écart abyssal qu'il peut y avoir entre ce qu'est ma vie aujourd'hui et ce qu'est la vie de ces gens-là, et de se dire qu'à un moment donné, j'ai été accueilli comme un membre de leur famille, littéralement, et que j'ai pu passer 48 heures avec eux, à participer à ces rituels funéraires, et à les vivre en leur compagnie. On m'a fait l'offrande d'une tête de sanglier qu'on venait d'arracher, encore un peu dégoulinante. J'étais très bourré au vin de palme, donc c'était super. Parce que sinon, bref. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, c'est ça, c'est ces expériences-là que je vais chercher, dans un sens ou dans l'autre, comme quand je traverse le désert, ou comme, et je vous en ai pas parlé encore, c'est une autre forme de voyage, quand j'ai eu la chance inouïe, et qui est peut-être l'un des plus beaux voyages de ma vie, d'aller en Antarctique. Alors, je suis enchantée parce que c'est magnifique tout ce que vous nous racontez, et vraiment, on est dans le salon des grands voyageurs. Le temps courant, j'aimerais beaucoup, sur la fin de la table ronde, on a encore un peu de temps, hein, mais que vous nous disiez comment justement tous ces éléments-là, on va les retrouver dans votre travail ensuite. Tout ça va s'exprimer soit parce que ça vous inspire, soit même pour le thème du voyage, parce que il y a des œuvres que vous avez faites, des travaux, évidemment les tiens, où on va avoir ces voyages qui vont être présents, et d'autres fois non. Mais pourtant, on entend à quel point ils sont essentiels et ils vous nourrissent. Donc, où est ce lien? Où est-ce qu'on retrouve dans vos travaux le fait que vous soyez ces voyageurs-là, que ce soit tellement important pour vous, même si c'est pas évident à la première lecture? Floriane, peut-être? C'est une bonne question, mais c'est vaste. Oui. En fait, je dirais un peu recentrer partout. si tu veux. Ouais, en fait, je pense pas qu'on puisse écrire si on n'aime pas voyager, parce qu'on est obligé de se mettre dans la peau d'autres personnes, et c'est déjà un voyage. Déjà d'imaginer des gens qui sont pas comme nous, parce que tous nos personnages ne nous ressemblent pas, même s'il y a toujours un peu de nous dans tout le monde.
Je me dis c'est déjà un voyage en fait d'aller se mettre à la place de quelqu'un d'autre et d'imaginer sa vie ailleurs. Donc déjà je pense pas que ça puisse être décorrélé de tout travail qu'on fait en tant qu'artiste et tu vois, qui est forcément nourri par tout ce qu'il voit tous les jours, mais même, enfin moi je me nourris beaucoup de mes trajets en métro par exemple. Et là pour le coup c'est du déplacement. Mais en fait comme tu dis, moi ma passion c'est regarder les gens dans le métro. C'est incroyable tout ce qui se passe dans une rame de métro. Dans le travail qu'on a fait sur les territoires de l'attente, on a un collègue qui lui est un collègue chilien qui a fait tout son travail sur justement que font les gens en attendant le métro. Alors vous allez dire bonbon. Non, c'est incroyable le nombre d'activités qu'on peut faire et comment on marque notre territoire. On sait que la personne qui connaît son territoire, le territoire de l'attente du métro, il va s'installer à tel endroit, mais pas 5 cm plus loin, parce que c'est là que la porte va s'ouvrir. Et il choisit cette porte-là parce que à l'arrivée de sa station, il sera juste devant l'escalier. Ce que le touriste ne sait pas. Et il gagne un temps fou, facilement 12-15 secondes. Et ça, moi c'est horrible parce que je suis comme ça, c'est un enfer. Mais t'imagines, c'est à 3 C'est-à-dire que moi je sais s'il faut c'est 1 minute à chaque fois. Mais de ouf. C'est énorme. Mais oui, mais ça c'est ma vie. C'est ma vie. Psycho-rigidity, hello. Je sais que pour prendre le tram, il faut que je me mette à l'avant parce que du coup je suis plus proche de la sortie et du coup il faut que je me mette à l'arrière de la ligne 13 parce qu'elle est plus proche de la sortie pour prendre la 8. Enfin, je connais tout, le métro parisien par cœur, je sais tout faire. Et voilà, j'adore regarder ces trucs-là et m'en nourrir. Des fois, je vois des gens qui font des choses, je me dis, mais ça, c'est incroyable. J'entends des choses, par exemple, Anouk Faure, qui est une amie à moi, elle a un carnet, enfin, elle note toutes les phrases random qu'elle entend dans le métro. Et c'est sûr qu'on va faire un truc de ça. Hein. Moi, j'envoie des phrases, aujourd'hui, j'ai entendu ça, sans contexte, ça n'a aucun sens. Et les gens, ils disent des dingueries, mais c'est trop bien. Et ça, tu peux voir ça que dans un métro, en fait. Ça n'arrive nulle part ailleurs. C'est vraiment un microcosme du métro. C'est trop chouette. Et après, pour recentrer, moi, je vois que si je peux aller sur les endroits que j'écris, j'essaie de le faire. Ce qui n'est pas toujours facile parce que le Japon, par exemple, c'est assez loin et puis ça coûte cher. Mais j'avais eu l'opportunité d'y aller après avoir écrit Les Noces de la Renarde. Et du coup, je me suis dit, ok, je dois aller vérifier que tout est bien écrit. Et parler avec des locaux et échanger et voir, enfin, essayer de vivre au maximum comme quelqu'un qui habiterait là-bas. Donc, j'avais passé 1 mois au Japon avec ma sœur qui habitait là-bas. Donc c'était plus facile. Et du coup, j'avais repris toutes mes descriptions, enfin ce qui manquait, et je me suis dit c'est une chance de pouvoir faire ça en fait. Et de pas juste me contenter de films que j'ai vus ou de vues Google que j'ai ou de photos des vacances des autres personnes qui font des blogs. Et c'est vachement bien les blogs de vacances, vraiment. Faites ça si vous faites des photos parce que c'est très pratique. Et mais du coup, ça m'a. Non mais c'est vrai. Je me balade. Et du coup, de me dire bah voilà, en fait, l'image que j'avais d'un pays, bah en fait, je peux l'expérimenter vraiment et corriger ce qui doit être corrigé. Et là, par exemple, je suis retournée, parce que ma sœur habite toujours au Japon, donc je suis retournée la voir et je me suis dit, c'est fou, je me rends compte maintenant qu'il y a une hégémonie autour de Kyoto et Tokyo, alors qu'en fait, il y a énormément de choses au Japon. J'ai décentré le lieu où se passait mon prochain roman pour parler d'autres endroits pour lesquels j'avais eu des coups de cœur et où je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable, pourquoi on parle pas d'Enoshima, qui est une île sacrée juste au sud de Tokyo, qui est incroyable, qui a une histoire de fou. Et je me dis, en fait, je vais mettre mon roman là. Et je me suis dit, du coup, j'ai fait plein de photos, je suis allée lire des livres dessus, j'ai dit à ma sœur, envoie-moi de la doc, elle y est retournée, je me suis dit, refais-moi des photos de tel endroit, avec les saisons. Et en fait, j'aurais pas été là-bas, j'aurais pas eu ce décalage de vision en me disant, ah, mais en fait, ça aussi c'est intéressant, il y a quelque chose à faire et on n'en parle pas. Moi, j'ai la possibilité et le privilège de le faire, je vais le faire aussi, quoi. Et ça, je pense que le privilège de voyager nous permet d'étendre plein de choses. Et forcément, tu le retrouves d'une manière ou d'une autre. Alors là, c'est très évident. J'ai carrément changé le lieu, quoi. Mais je pense que ça infuse tellement à l'histoire, elles infusent tellement en nous. Tu vois, comme toi, quand tu dis que tu découvres après l'avoir écrit, qu'en fait, tu parles dans ce que tu as connu. Parce que c'est pas forcément conscient, mais forcément, ça infuse des gens que tu rencontres, tu vois, des manières de faire d'autres pays, des lieux que tu vois. Et au bout d'un moment, ça ressort forcément dans quelque chose. Et moi, je pense que de toute façon, l'écriture, c'est le voyage. Et donc forcément, tu le retrouves un peu partout, quoi. C'est marrant parce que moi, pour le coup, quand je voyage, j'écris très peu. Je fais pas de carnet de voyage. J'ai essayé et j'ai l'impression que c'est anecdotique. Je sais pas. Alors, il m'arrive d'écrire de la fiction pendant que je voyage. J'ai écrit une nouvelle pendant que j'étais dans les îles Féroé.
mais en général, je dissocie les choses parce que quand je suis à mon voyage, je suis dans mon voyage et je crois que j'ai du mal à basculer. Mais t'as pas ce truc où parfois tu voyages et tu vois un truc et ça fait clac pour un projet qui n'a rien à Bien voir. sûr, si, tout le temps, tout le temps. Genre moi je me rappelle que j'ai voyagé, j'étais en vacances avec mon père et mon père il est de Dijon, ça vous intéresse pas mais c'est pas grave. Et en fait on va à Dijon et moi je suis là genre vraiment Dijon pas ouf tu vois. Pas sympa hein, joli hein, mais rien de. Et en fait on prend la voiture et on passe à Tonnerre parce qu'il y a une ville qui s'appelle Tonnerre et je me dis ah mais en fait c'est ça. Et c'était le déclic pour mon roman, je me dis mais en fait ma ville s'appelle Tonnerre. Et j'ai vu le panneau sur l'autoroute, hein. Je suis même pas allée à Tonnerre, je suis allée après. Mais et tu vois des trucs comme ça quand j'étais en Écosse. C'est pas foufou, hein. Mais c'est fou, hein. Et quand j'étais en Écosse, ouais, c'est pas fou. Mais j'ai rencontré une lectrice qui venait de Tonnerre. Elle m'a dit, bah, c'est mieux presque chez vous que chez moi. J'ai dit, c'est quand même des gens qui mangent des gens, mais bon, voilà. Et pareil, en Écosse, j'étais en plein burn-out en disant, j'écris pas. Donc j'ai fait 3 jours de crise d'angoisse parce que j'écrivais pas. Et après, ça allait mieux. Et tout d'un coup, j'étais en voiture et j'ai fait, ah, mais ça y est. Je sais comment mon prochain texte va s'appeler. Parce que je regardais Fougères, tu vois, en Écosse. Mais ça, c'est parce que je pense que tu déconnectes et donc en fait, tu travailles vachement entre le fond. Moi, pareil, là, pendant mon voyage, enfin, en train, à un moment donné, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit le script de la suite de Fragile. Rien à voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi, je me suis posé effectivement la question d'en faire quelque chose, de transformer en matériel littéraire. Le statut d'écrivain voyageur, mais pas très sympathique. Alors Nicolas Bouvier, c'était super. Bon, ça a un peu vieilli, mais c'était vraiment super. Si c'est pour devenir Sylvain Tesson, on n'a pas très envie. Bon, non, bof. Et puis on retrouve le côté mascu cracra, tu vois, colonialiste, blanc, dégueulasse. Hugo, il fait ça, Hugo Bellagamba. Ouais. Moi, il m'a dit qu'à chaque fois qu'il partait en voyage, il accumulait en fait des trucs et il dit un jour j'écrirai sur ça, sur mon expérience. Et des fois ça a rien à voir, mais c'est des choses qu'il a ressenties. Et tu vois, on était à Seattle tous les deux et il m'a dit je fais une note de blog parce que je sais que je sortirai un texte de cette aventure. Et en fait, il dit à chaque fois que je vais quelque part, j'essaye d'écrire quelque chose sur ce que l'endroit où je suis allée m'a fait ressentir. Et il a une histoire qui vient de ça, tu vois. Et c'est peut-être plus ça. Mais alors c'est rigolo parce que du coup, moi, pour le coup, alors il y a deux contre-exemples, enfin 2 anecdotes. La première chose, c'est que dans mon nouveau roman, l'une de mes héroïnes est mariée à un Indonésien qui s'appelle Anwar. Et je sais qui est Anwar, je l'ai rencontré. Je sais, c'est une personne réelle. Enfin, c'est une personne réelle. Il est dans un contexte fictionnel, mais ça vient de là. Et du coup, le passif indonésien de Rachel est lié à mon séjour à Yogyakarta, parce que j'ai rencontré des gens qui travaillaient justement sur le développement durable auprès des anciennes populations de pêcheurs, parce que voyager dans des pays en voie de développement, c'est être confronté évidemment à la misère sociale, mais à la pollution. Par exemple, la pollution des côtes en Indonésie, la pollution plastique, c'est une catastrophe. La côte orientale de la Colombie, je me levais le matin avec des sacs plastiques que je remplissais de bouteilles. Le Wadi Rum en Jordanie, j'ai rempli des sacs entiers parce que on ramasse en fait, parce que c'est le moins qu'on puisse faire, parce que c'est pas possible de rester inactif par rapport à ça. Donc de facto ça infuse, et puis jusqu'à parmi certaines expériences très fortes, moi j'ai des souvenirs de voyage, certains que je peux raconter, d'autres que je garderai toujours pour moi, où je suis ému aux larmes, et pas forcément parce que je vois quelque chose de dur, mais parce que ce que je vois, ce à quoi j'assiste, par exemple, le premier matin où je suis arrivé devant Petra, en Jordanie, je m'étais levé à 5h du matin, je suis arrivé, j'étais le premier. On passe un long corridor d'un kilomètre et demi, 2 kilomètres, qui est vraiment un corridor de caravansérail. Donc vraiment, on est au milieu d'un canyon, et puis au bout du canyon, d'un seul coup, pouf, ça s'ouvre, et c'est le trésor, que vous connaissez peut-être, parce qu'il est dans Indiana Jones 3. Et puis, voilà, moi j'arrive, il y avait personne, il y avait un rayon de soleil qui tapait, et ça m'a coupé le souffle, et je me suis effondré en larmes, et il y a un bédouin qui arrivait, parce que Petra est encore habitée, qui m'a dit « Strong !» Je fais « Et donc ça l'a beaucoup fait rire. Et donc, fun fact, je viens d'écrire un récit qui s'appelle « Dans ma maison sous terre », qui est une histoire de mine. Et donc je vous parlais du Cerro de Potosí à Potosí, donc en Bolivie. Et le Cerro de Potosí, donc, est une mine, est une montagne, donc, qui s'appelait le Cerro Rico, la montagne riche, je vous le disais, qui a été une mine d'argent, qui a été, pour vous dire, la montagne faisait quelque chose comme 5100 mètres, et elle est à 3008, tellement elle a été creusée de l'intérieur.
depuis des siècles, hein. Et encore une fois, c'est ce qui a payé la couronne d'Espagne pendant 2 siècles. Et l'ex-président bolivien Evo Morales avait nationalisé les mines, et donc le Cerro de Potosí est encore officiellement en activité. Mais les gens qui y travaillent en fait, chacun peut y aller et essayer de trouver son filon, sauf que la montagne a été épuisée, et ce qui reste, c'est des remugles. Il reste très très peu de choses, donc j'ai vu des gamins dans des anfractuosités tout seuls avec une lampe, il n'y a pas d'électricité à l'intérieur, travailler dans des circonstances très très difficiles. Et j'ai pu visiter ça justement parce que l'endroit où j'habitais, c'était un ancien mineur et que son cousin travaillait encore là-bas, etc. Et moi j'y suis allé. Ça m'a retourné, vraiment littéralement, et ça m'a tellement retourné que je lui ai demandé d'y retourner le lendemain en fait. Et j'y suis parce que je voulais retourner à l'intérieur de la montagne, parce que j'avais besoin d'y retourner parce que parce que c'était une des expériences d'une puissance, d'une dureté, d'une violence historique, sociale, économique, et puis voilà, et d'un seul coup là tout à l'heure on me pose des questions sur dans ma maison sous terre, en me disant tiens c'est marrant, pourquoi tu racontes l'histoire de mine? Je suis genre bon, je sais pas. Mes grands-parents sont agriculteurs, je sais pas. Et en fait, je me rends compte que dans ma maison sous terre, je raconte des éléments, et ce qui est extraordinaire, c'est que ces endroits où la vie ressemble à l'enfer, où la vie est épouvantable, c'est des endroits qui sont des endroits de production, de mythes, de culture, de liens sociaux, de narration, d'histoire. Dans le Cerro de Potosí, à chaque niveau, quand on descend, plus il fait chaud, plus on descend, plus on se rapproche de l'enfer. Et à chaque niveau, il y a El Tío, qui est une sculpture de diable avec une énorme érection, et à qui on fait des offrandes, on lui offre des pièces, des cigarettes, de l'alcool. Les mineurs là-bas, ils boivent de l'alcool à 90 degrés, parce qu'il faut nettoyer les bronches, ils meurent tous à 35 ans, 40 maximum, c'est pour ça qu'ils essaient de s'enfuir, et quand ils le font visiter, ils le font pas visiter, moi au début on se pose toujours la question de se dire pourquoi je vais là-bas, est-ce que je suis voyeur? Et en fait non, le type qui m'emmenait à l'intérieur voulait nous montrer ce que c'était, et c'est sa culture, et c'était important pour lui de transmettre ce que pouvait être l'histoire de ce peuple de mineurs et de ces gamins et de ces familles qui continuent à vivre dans des conditions qui sont des conditions proches des bidonvilles, et qui gagnent vraiment extrêmement mal leur vie. Et c'est pour ça que j'ai été témoin de ça, et que cette histoire-là, j'en emporte un petit bout avec moi, et aujourd'hui je me rends compte que je la retransmets sans même l'avoir vraiment complètement décidé. Et je trouve ça aussi hyper important et très beau de voir que dans ces endroits où les conditions de vie sont très difficiles, c'est vrai pour les mines, c'est vrai pour certains ports de pêche, c'est vrai, bref, peu importe, eh bien ce sont des endroits où la musique, la culture, les récits, les mythologies sont extrêmement vivaces, extrêmement fortes, extrêmement puissantes, absolument nécessaires à la survie. Et c'est merveilleux de pouvoir être au contact de ces mythologies vivantes, de cette montagne encore vivante alors que c'est littéralement un cimetière à ciel fermé en l'occurrence. Et c'est des expériences extraordinaires et absolument bouleversantes, et qui je pense font que quand on voit l'état du monde aujourd'hui et qu'on se dit que finalement l'espèce humaine pourrait être éradiquée, en fait non, il y a tellement de belles on est tellement des êtres de narration, de récits, de survie, d'imagination, que ça redonne foi en l'espèce humaine tout le temps de voyager. Voyager, ça redonne confiance, et ça refait tomber amoureux des êtres humains, alors qu'on aimerait bien les mettre sous le tapis et dire allez, ça suffit, passons à autre chose. Le temps courant très vite, ce que je vous propose public, c'est j'aimerais bien qu'on puisse conclure et les écouter, et tant pis pour vos questions. Ça va? Vous pourrez aller les voir après en dédicace, de toute façon. En fait, j'ai l'impression que dans le chemin qu'on a fait, avec tout ce que vous nous avez apporté, cette définition vraiment du voyage qui est pas un déplacement, et de cette intentionnalité, et du fait que, oui, en effet, ça inspire, mais finalement, le travail après, il se fait chez soi. Si je reviens sur ce que je vous disais au début, sur le fait qu'il y a des écrivains qui voyagent et puis il y en a qui sont sédentaires, en réalité, et vous nous l'avez dit dès le début, il y a des moments où vous êtes dans le voyage et des moments où, au contraire, vous êtes chez vous, vous bougez pas. Et j'imagine que de la même façon, quand on est géographe, on va faire tous ces éléments de recherche, et il y a un moment où on se pose pour
tirer des choses de tout ça, de tous ces éléments d'enquête. Donc finalement, est-ce que vous répondez pas à cette question? C'est-à-dire que être écrivain voyageur, c'est pas bouger en permanence, parce que sinon vous seriez en déplacement, vous seriez des écrivains en déplacement tout le temps, alors que au contraire vous allez voyager, vous allez vous nourrir, vous allez même vivre, Nicolas, dans ces moments-là. Et les moments de sédentarité sont des moments où justement la création elle va pouvoir se déployer, alors que ce n'est pas possible de le faire pendant le temps du voyage. J'ai ce sentiment que c'est ce que vous avez... Moi, j'ai essayé d'écrire en voyage, parce que j'avais pas le temps, j'étais en deadline et il fallait que j'avance, mais ça ne marche pas très bien. En fait, je pense qu'il y a un truc où tu peux pas engranger et rendre en même temps, tu vois. Attends, dis pas des trucs salaces, s'il te plaît. Enfin, je pense que tu vois, il y a un temps pour collecter la donnée et un temps pour la trier et la redonner. C'est la même chose en recherche, peut-être. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Et là, moi, je vois, j'étais aux États-Unis et en fait, fallait que j'avance, donc j'ai pris ma tablette pour me dire je vais aller écrire. Et je l'ai fait. Hein. Je suis allée dans des cafés, écrire et tout, et c'était des moments agréables. Mais je me rends compte que mon cerveau, il est pas à la bonne place à ce moment-là parce que je vis tellement de choses, je rencontre tellement de gens, je suis tellement dans un instantané que du coup, j'ai pas la place d'être dans la création puisque je suis en train de créer la future création. Et je le fais parce que j'ai pas le choix, mais je le fais de moins en moins. Et je vois qu'il y a vraiment ce moment où, si je veux pouvoir ressortir quelque chose que j'ai vu, il faut que je le laisse digérer, il faut que je l'ai pu le vivre pleinement. Et si tu es en train de faire 36 choses en même temps, tu peux pas être dans l'instant. Si tu es en train de te dire, attends, en fait, j'ai ma deadline, il faut absolument que j'écrive, du coup, ça veut dire que tu vas pas rencontrer les gens, que tu vas pas vivre l'émotion, que tu vas pas, parce que tu es déjà dans un ailleurs plus technique et ça marche pas bien. Et du coup, j'ai regretté d'avoir emmené ma tablette. Parce que je me suis dit, en fait, ces séances d'écriture que j'ai faites, j'ai pas pris plus de plaisir que ça, alors que j'aurais pu faire d'autres choses. Et bon, c'est un petit regret, mais je me dis, en fait, je me suis dit maintenant, je le ferai plus. Si je dois voyager, il faut que j'accepte que je dois vivre ce truc-là pleinement et que j'écrirai après. Et que le moment où je vais rendre le résultat, je passe par ça parce que je fais aussi des sciences, donc le moment où je vais taper mon rapport, en fait, il sera plus tard quand j'aurai le temps de digérer, de collecter, de réfléchir et de me dire, ok, qu'est-ce que je retire de ça et comment ça ressort parfois hyper inconsciemment. Mais tu vois, il faut ce temps, c'est 2 temps différents, je pense. Mais pardon Alain, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Florian, c'est pas la même chose de d'écrire parce que tu as une deadline, donc que tu es contraint. Tu vois, des fois je me dis, par exemple, j'écris sur le Japon, je vais aller écrire au Japon. Mais en fait, non. Parce que justement, j'ai besoin de m'imprégner de tout ce truc-là pour pouvoir le rendre de la juste façon. Alors que si tu es en train de réfléchir et de intellectualiser le truc, en fait, tu laisses passer l'émotion. Et tu vois, il faut... en tout cas, moi, que je fonctionne comme ça. J'ai une anecdote amusante que je viens d'en prendre conscience. C'est encore une fois, écrire, c'est à un moment donné faire une sorte de thérapie de soi-même qu'on découvre parfois le nez dans le guidon. C'est marrant parce que la seule fois où j'ai écrit en voyage, donc c'était sur les îles Féroé, une nouvelle vraiment importante qui d'ailleurs sera publiée en même temps que mon 2e roman l'année prochaine, qui était vraiment un texte important. Qui est le texte qui a fait que d'ailleurs je suis allé au Diable Vauvert parce que Marion Mazuric l'a lu et c'est un texte très 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 noir, très dur, et c'est une période de ma vie où j'étais pas très très enfant et où je voyageais donc tout seul et j'ai écrit ce texte et ce texte parle d'une personne qui vit dans le monde mais qui vit dans un monde dépeuplé. C'est-à-dire qu'il y a personne n'est là et pourtant la vie continue. C'est-à-dire que l'économie fonctionne, enfin, je veux dire, la vie continue, mais il ne voit personne. Et on comprend très vite que la seule façon, à un moment donné, qu'il a de revoir surgir les autres êtres humains, c'est de s'infliger de la souffrance et de se mutiler. Cette nouvelle s'appelle Seul. Ça allait pas très bien. Non, c'est pas très important. C'est un très beau texte, un peu dur, un peu dark. Mais je pense qu'il y a t'as l'écriture et t'as l'idée aussi. En fait, tu peux être en voyage et avoir l'idée, mais moi en tout cas, je l'écris pas. Je la laisse infuser jusqu'à ce que ce soit le moment de rendre le rapport à la fin, quoi. Est-ce que tu le vis comme ça, toi? Alain, on va terminer, ouais, mais juste si toi dans la recherche, l'écriture, elle est. Voilà. Et oui, tu as vu, il y a les gens qui attendent. Ouais. Voilà. Donc c'est tout pareil, voilà. Ils sont en avance. Pardon ? Ils sont en avance, tu peux répondre. Bon, mais je vais prendre une petite demi-heure alors. Non, oui, il est évident que en plus c'est pour économiser vos impôts.
parce que quand on me paye une mission, si à la place de faire du terrain, de voir les gens, de les rencontrer, de prendre des notes, de prendre des photos, j'écris, vous y perdez. Parce que on me paye pour rien, je peux le faire chez moi. Donc, effectivement, le voyage sert à accumuler des informations qui seront traitées après. Les archéologues, c'est pareil. Au départ, je voulais être archéologue. Mais en gros, le métier d'archéologue, il est simple. Vous faites 2 mois de terrain et 10 mois de laboratoire en sous-sol pour coller les petits morceaux des poteries que vous avez ramassés. C'est pas exaltant, en fait. C'est pour ça que au départ, je devais être archéologue et j'ai choisi la géographie parce qu'on rencontrait des gens vivants. Et ça, c'est super. Au lieu d'avoir que des cadavres, bon, et un dernier point qui me paraît important, mes vieux maîtres nous disaient, un géographe, ça pense d'abord avec ses pieds. Et effectivement, c'est le terrain qui nous donne envie, qui donne du sens à la fois à notre recherche, mais aussi à notre existence. Et donc, penser avec ses pieds, ça permet peut-être de bien penser tout court. Voilà. Et je voudrais juste pour ajouter un mot, parce que pour pas terminer sur une note aussi dépressive que ce que je viens de vous donner, parce que ma psy vraiment va m'engueuler. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai terminé cette nouvelle et vous voyez où c'est les îles Féroé, c'est à mi-chemin entre l'Islande et l'Écosse, c'est vraiment un bout de cailloux perdu dans la mer du Nord. Et le soir même, j'ai terminé cette nouvelle et le soir même, il s'avère qu'il y avait une gay pride. Sur les îles Féroé, il y a 50 000 personnes et il y a 80 000 moutons. Et il y avait une gay pride sur les îles à Tórshavn, et la gay pride sur les îles Féroé, c'est des Vikings, hein, et du coup ils écoutent du métal. Et donc c'est une gay pride au métal. Et j'ai rencontré un garçon qui était un amant formidable, avec qui je suis resté en contact, et donc j'étais moins seul. Voilà, c'est pour vous dire ça. Et moi, je veux revenir parce qu'en fait, ce que tu viens de dire, non, mais c'est un vrai truc. Il y a un auteur, et je me demande si c'est pas Murakami, qui a dit que pour bien écrire, il faut écrire avec ses pieds, parce qu'il faut marcher. Mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. En fait, nos écrivains là, ils écrivent avec leur sac à dos et leurs pieds. Et en fait, comme les géographes, c'est le même processus de création. Et je vous remercie énormément d'avoir partagé toutes ces anecdotes. Je suis hyper contente. J'avais vraiment envie que vous nous fassiez une sorte de carnet de voyage. Merci pour le voyage, les amis.